Maurice Isaiah Torres, que ses proches appelaient par son second prénom, Isaiah, est né le 3 juillet 2008. Il était le fils de Mauricio Alejandro Torres et Katy Lynn Torres. Il avait deux sœurs, Madison et Mackenzie, dont l'une était sa jumelle. Mauricio avait été marié auparavant à une femme nommée Linda. Ils avaient deux enfants, un fils, Maurice, et une fille, Erika. Katy avait également des enfants d'une relation précédente, Nicholas, Quinton, Spencer et Bailey. Pendant 3 ans, Isaiah fut bénévole dans un centre caritatif à Rogers, dans l'Arkansas. Selon le directeur exécutif du centre, son activité préférée était de déballer les cartons. Il en retirait le contenu avant de compresser les emballages avec enthousiasme pour le recyclage. Chaque semaine, il venait au centre avec ses sœurs pour aider à préparer les colis alimentaires. Les employés du centre remarquaient que les enfants prenaient leurs tâches très au sérieux et n'apprécièrent pas que les adultes interfèrent dans leur travail. Isaiah et ses sœurs fréquentaient une école chrétienne privée à Bentonville. Le garçon était en maternelle. Cependant, 2 enseignants commencèrent à remarquer des signes inquiétants. Perry Heffernan, l'institutrice d'Isaiah, et Hannah Paul, la professeure de musique, notèrent que le corps du garçon présentait régulièrement de nombreux bleus importants. Heffernan prit des photos des marques et envoya un signalement à la ligne d'urgence de protection de l'enfance. Les 2 éducatrices soulignèrent également un comportement étrange. Isaiah prenait souvent de la nourriture aux autres enfants et cherchait même à manger dans les poubelles. L'année scolaire suivante, Isaiah ne revint pas à l'école. Il fut inscrit en enseignement à domicile. Selon certaines sources, les services de protection de l'enfance menèrent une enquête sur les conditions de vie du garçon chez les Torres, mais l'affaire fut classée sans suite, jugée non fondée. Le 29 mars 2015, à 23h33, Katy Torres appela le 911. Elle déclara que son fils Isaiah ne respirait plus. Une équipe d'urgence du service d'incendie de Bella Vista est arrivée sur place. En arrivant au 9 Cresswell Circle, ils ont trouvé un garçon allongé sur le dos, par terre, dans le salon. Cependant, l'absence de respiration n'était pas la seule préoccupation. Les secouristes ont constaté de nombreuses blessures et des traces de traumatisme graves sur le corps d'Isaiah. Ils ont immédiatement appelé la police, car il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un accident. À 11h52 du soir, l'agent Jeff Blake a été dépêché sur les lieux. Mais à son arrivée, le garçon était déjà en route pour l'hôpital Mercy. Il est arrivé là-bas 7 minutes plus tard. Aux urgences, le docteur Franklin Mayhew a tenté de réanimer Isaiah, mais sans succès. À 23 minutes après minuit, le 30 mars 2015, le garçon a été officiellement déclaré mort. Il n'avait que 6 ans. L'agent Blake a interrogé 3 pompiers. Chuck Lawson, Nick Holt et le capitaine John Cottingham. Selon Lawson, en entrant dans la maison, il a vu le père du garçon, Mauricio, prétendument essayer de pratiquer la respiration artificielle et un massage cardiaque externe sur Isaiah. Dans la pièce se trouvaient également Katy et ses 2 filles. Lawson prit le relais du père et continua à prodiguer des soins au garçon. Interrogés sur ce qui s'était passé, les parents expliquèrent qu'ils revenaient tout juste d'un camping et ignoraient ce qui était arrivé à Isaiah. Ils nièrent également que leur fils ait eu des problèmes de santé sérieux. Lorsqu'Isaiah fut placé sur une civière, Lawson remarqua des ecchymoses étendues et des traces de blessures sur tout son corps. Les ambulanciers poursuivirent la réanimation pendant environ 10 minutes dans l'ambulance, mais aucun signe de vie ne fut détecté. À l'hôpital, l'officier Blake procéda à un examen préliminaire, notant de multiples blessures, des dommages à la tête, aux genoux et aux pieds, ainsi que des traces étendues sur le flanc droit et le dos. Le docteur Mayhew confirma que le garçon était arrivé en état de mort clinique sans aucun signe de battement cardiaque. Le médecin releva également des traces de traumatisme contondant à la tête, au corps et aux membres, ainsi que de multiples lésions de différentes dates. Une marque en forme de losange sur l'abdomen attira particulièrement l'attention. Alors que le médecin décrivait les blessures, une infirmière entra pour signaler une hémorragie interne chez l'enfant. Le docteur Mayhew expliqua qu'il avait discuté précédemment avec le père Mauricio, qui affirmait que les blessures dans le dos d'Isaiah étaient dues à une prétendue brûlure chimique survenue en 2014. Selon lui, le garçon avait été soigné pour cette brûlure chimique à l'Arkansas Children's Hospital à Little Rock. Cependant, lorsque le docteur Mayhew vérifia la base de données médicales, aucune trace de ce traitement ne fut trouvée.
Après cela, toute la famille a été conduite au commissariat de police de Bella Vista pour être interrogée. Cathy a été transportée dans la voiture de patrouille de l'officier Justin Green, tandis que Mauricio et leurs 2 filles suivirent derrière dans le véhicule familial. Au commissariat, les époux ont été séparés pour des interrogatoires individuels. Lors du premier interrogatoire, Cathy a déclaré au détective Ed Williams que la famille était rentrée chez elle vers 10 heures du soir après avoir passé la nuit en camping à Hollister dans le Missouri. Selon elle, vers 2 heures de l'après-midi ce même jour, Isaiah avait commencé à se plaindre de douleurs à l'estomac et elle lui avait donné du Pepto-Bismol. D'après son récit, il allait mieux. Le garçon s'était endormi dans la voiture sur le chemin du retour, mais une fois rentré, il s'était réveillé et était entré dans la maison par ses propres moyens, aidant même à décharger les affaires. Cathy affirma qu'Isaiah avait pris sa douche tout seul puis enfilé son pyjama à l'effigie de Spider-Man. Elle lui avait préparé du thé vert, mais le garçon continuait à se plaindre de douleurs abdominales. Elle lui permit alors de se reposer dans la chambre. Selon elle, il s'endormit rapidement et se mit à ronfler. Elle sortit brièvement de la pièce et à son retour constata qu'il ne respirait plus. Cathy tenta de réveiller son fils puis appela les secours. Lorsque le détective l'interrogea sur d'autres blessures présentes sur le corps d'Isaiah, Cathy déclara qu'à leur retour de voyage, elle n'avait remarqué que des cernes sous les yeux du garçon. Elle expliqua cela en disant qu'il se cognait souvent contre les poignées de porte. Elle ajouta qu'elle n'avait jamais vu son fils torse nu et ignorait donc l'existence d'autres blessures. Le détective Williams l'interrompit pour lui indiquer que les blessures de l'enfant correspondaient à des signes de maltraitance. Cathy nia toute implication, et lorsqu'on lui demanda si Mauricio pouvait être coupable, elle répondit simplement « Ce n'est pas moi ». Interrogée sur le nez cassé d'Isaiah, elle précisa que son nez avait toujours été un peu tordu. Selon elle, les enfants de la famille étaient rarement punis, et la dernière fois remonte à plusieurs mois. Elle a affirmé que son mari et elle aimaient leurs enfants et se disputaient rarement. Lors de son interrogatoire, Mauricio a confirmé l'histoire du camping et a ajouté qu'Isaiah se plaignait de douleurs abdominales, souffrait de diarrhée et de légers vomissements. Il a affirmé qu'ils avaient redonné à leur fils du Pepto-Bismol et l'avaient refait boire de l'eau pour éviter la déshydratation. Mauricio a déclaré qu'à leur retour à Bella Vista, le garçon avait du mal à se réveiller. Cathy l'aurait aidé à prendre une douche pour enlever l'odeur de feu de camp, après quoi il se serait endormi dans la chambre des parents. Mauricio a affirmé avoir proposé d'emmener Isaiah aux urgences, mais Cathy aurait refusé, estimant qu'il ne serait pas reçu pour une simple douleur abdominale. Lorsque le détective Williams a confronté Mauricio avec les informations sur les multiples blessures du garçon, il a nié en connaître l'existence, y compris la marque en forme de losange sur son abdomen. Il a affirmé que les cernes sous les yeux étaient apparues lorsque Isaiah était tombé malade. Bien qu'il ait précédemment déclaré au docteur Mayhew que les blessures dans le dos étaient dues à une brûlure chimique, il a dit au détective qu'il fallait demander à sa femme. Les autres blessures, il les a expliquées par le fait que le garçon tombait souvent et était « dé ». Pendant une pause de l'interrogatoire, puis à son retour, Mauricio a commencé à exprimer des inquiétudes quant à la possibilité que Cathy l'ait dénoncé. Il a laissé entendre qu'elle avait passé un accord avec la police et l'avait accusée de la mort de leur fils. Quand le détective a de nouveau demandé qui avait fait du mal à Isaiah, Mauricio a répondu « Ne me demande pas de trahir ma femme ». Il prétendait qu'il demandait souvent à Cathy ce qui était arrivé à Isaiah et qu'elle répondait soi-disant « Il est juste tombé ». Il affirma qu'il n'avait pas vu Cathy faire du mal à leur fils et ajouta qu'elle savait qu'il ne la trahirait jamais. Ce même matin, les services de protection de l'enfance emmenèrent leurs 2 filles, Madison et Mackenzie, au centre de protection de l'enfance à Little Flock pour des entretiens médico-légaux. À l'époque, les filles avaient 6 et 7 ans. Elles furent interrogées séparément. L'une des sœurs confirma l'histoire du camping, des douleurs abdominales d'Isaiah et du fait que Cathy lui avait donné des médicaments. L'une des sœurs raconta que lors du voyage de camping, son frère était assis presque tout le temps. En rentrant à la maison, leur père le portait dans ses bras. Selon elle, leur père avait couché Isaiah, après quoi elle et sa sœur avaient aidé leur mère à lui retirer ses vêtements pour la douche. Ensuite, la fillette affirma qu'elle avait aidé son père à soutenir son frère sous la douche, car il ne pouvait pas se tenir debout tout seul et perdait constamment l'équilibre. Après la douche, ils aidèrent leur mère à coucher Isaiah. Le garçon se comportait étrangement. Ils lui mirent un pyjama,
La mère lui prépara du thé vert et lui donna une vitamine en forme de bonbon à mâcher pour qu'il se sente mieux. Lors de l'interrogatoire, la deuxième sœur confirma la plupart des faits déjà évoqués. Elle ajouta qu'Isaiah avait regardé une partie d'un film avant de s'endormir. Elle précisa également qu'il présentait des égratignures et des marques sur le visage dues à une chute et qu'il s'était blessé au genou en essayant de grimper quelque part avant de tomber. Ce même jour, la police de Bella Vista obtint un mandat de perquisition pour la maison de la famille Torres. À l'intérieur, des traces de sang furent découvertes sur les murs, le sol et le plafond de la chambre des parents, ainsi que dans la salle de bain attenante. De plus, 2 haltères de 15 livres, trouvés près de la salle de bain, présentaient également des traces ressemblant à du sang. Près du lit, on découvrit un tisonnier avec une poignée en forme de losange. Rappelons qu'une blessure en forme de losange avait été constatée sur le ventre d'Isaiah. Des traces de vomi et un stéthoscope furent également trouvés dans le lit. Le 31 mars, Cathy fut de nouveau interrogée, cette fois par le capitaine de la police de Bella Vista, Tim Cook. Elle déclara ne pas être sûre que son mari ait fait quelque chose à leur fils, car elle n'était pas toujours avec eux. Au cours de l'interrogatoire, elle établit une chronologie approximative des événements depuis le matin du 27 mars jusqu'au soir du 29 mars, moment où elle appela les secours. Selon elle, le seul moment où elle ne fut pas avec son fils fut vers 3h30 de l'après-midi du 29 mars, lorsqu'elle se rendit à un magasin de bricolage pendant 45 minutes. D'après Cathy, Mauricio était constamment avec Isaiah à partir de 17h le 27 mars. À ce stade, Cathy commença à témoigner contre son mari. Elle a avoué avoir déjà vu Mauricio infliger des violences physiques à Isaiah, avec une ceinture, une rallonge électrique et ses mains. Elle a raconté que cela provoquait parfois des blessures saignantes chez le garçon. Cathy a admis qu'elle savait qu'elle aurait dû arrêter son mari, mais ne l'a pas fait. Elle a également mentionné que Mauricio disait à son fils que s'il pleurait, il serait puni à nouveau, et que le garçon devait apprendre à être un homme. Après les punitions, il appliquait une pommade antibiotique sur les blessures d'Isaiah. Cathy a aussi reconnu qu'elle donnait parfois des fessées à son fils avec une ceinture, mais selon elle, jamais avec force ni causant de graves dommages. Le 31 mars, une autopsie du corps d'Isaiah a été réalisée par le docteur Steven Erickson du bureau médico-légal de l'État d'Arkansas. La cause préliminaire du décès a été indiquée comme une péritonite aiguë. Ce type d'inflammation survient généralement lorsqu'il y a une rupture dans les intestins ou l'appendice, permettant à une infection de pénétrer dans la cavité abdominale. Dans le cas d'Isaiah, l'inflammation a été provoquée par l'introduction forcée d'un objet solide dans le rectum. Selon le docteur Erickson, cette blessure s'est produite dans les 24 heures précédant la mort du garçon. De plus, de multiples blessures à la tête, au torse et aux membres, à divers stades de cicatrisation, ont été constatées. Le docteur Erickson a conclu que le décès d'Isaiah résultait d'abus chroniques. La cause officielle de la mort a été déclarée comme un homicide. Le 1er avril, Cathy a été interrogée à nouveau. Cette fois, elle a avoué qu'elle craignait son mari et a déclaré qu'elle n'aurait pas dû laisser sa peur diriger sa vie. Cathy a reconnu que les actions de Mauricio avaient conduit à la mort de son fils. Bien qu'on lui ait présenté les résultats de l'autopsie, elle a continué à nier être au courant des violences infligées à Isaiah. Elle a affirmé avoir vu Mauricio frapper leur fils pour la première fois en janvier, après Noël. Selon elle, le garçon n'obéissait pas bien et, lorsque Mauricio rentrait du travail, ses sœurs se plaignaient de lui, ce qui entraînait une punition de la part du père. Le 3 avril, la police de Bella Vista, en collaboration avec celle de Bentonville, a perquisitionné la caravane Captiva utilisée par la famille Torres. Sur l'un des matelas, ils ont découvert une grande tache ronde semblant être du sang. Le matelas avait été retourné, comme si quelqu'un avait tenté de dissimuler les traces. En outre, les enquêteurs ont découvert de nombreuses petites taches ressemblant à des éclaboussures de sang dans tout le camping-car. Le 7 avril 2015, lors d'un interrogatoire mené par le capitaine Cook, Mauricio a enfin détaillé ce qui s'était passé avec Isaiah dans les derniers jours de sa vie. Selon le père, il avait surpris le garçon en train de manger un morceau de gâteau qui lui était soi-disant interdit pendant le camping. Habituellement, la punition consistait en coups et exercices physiques forcés, mais, selon Mauricio, cela ne fonctionnait pas. Il a alors décidé d'appliquer une punition cruelle, introduire de force un bâton dans le corps du garçon et le forcer à s'accroupir.
Isaiah n'était pas seul. Cathy a assisté à toute la scène. Lorsque le garçon affaibli et en état de choc ne s'accroupissait pas assez rapidement à son goût, elle a appuyé de ses propres mains sur son corps, le faisant s'asseoir sur le bâton. Mauricio a montré au capitaine comment il forçait son fils à faire des exercices, tout en riant, expliquant qu'il trouvait cela mignon. Lorsque le capitaine Cook lui a expliqué que de tels actes constituaient un meurtre, Mauricio s'est empressé de rejeter une partie de la responsabilité sur sa femme, affirmant que Cathy était tout aussi coupable. Il a même tenté de blâmer ses filles, prétendant qu'elles avaient également maltraité Isaiah et qu'il avait seulement tenté d'intervenir. À la question de savoir d'où provenait la blessure à la tête du garçon, Mauricio a répondu que son fils s'était lui-même rasé une partie des cheveux, niant ainsi les blessures évidentes. Peu après, Mauricio et Cathy Torres ont été arrêtés et inculpés de meurtre avec préméditation, d'agression au premier degré et d'actes obscènes. Au tribunal, Cathy a nié avoir infligé des blessures à son fils. Lorsqu'on lui a montré les photos de l'autopsie, elle a déclaré ne rien savoir. Cependant, Cathy Lynn Torres a plaidé coupable de meurtre et de mauvais traitement dans le cadre d'un accord pour éviter la peine de mort. Elle purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à la prison de McPherson à Newport, Arkansas. Lors du procès, Madison, la fille de 9 ans de la famille, a témoigné contre son père. Elle a raconté qu'Isaiah était forcé de dormir chaque nuit dans une cage et qu'une fois, il avait même été contraint de dormir dans un conteneur à ordures dans la salle de bain. La jeune fille a également rapporté que son père arrachait les dents de son frère avec une pince lorsque ce dernier tenait des propos négatifs à son égard. Parmi les autres punitions mentionnées par Madison figuraient des coups portés avec un bâton et un câble électrique, ainsi que des moments où Mauricio forçait Isaiah à porter de lourds objets sur ses épaules. Madison a révélé que son père la forçait parfois à faire du mal à son frère avec un bâton. Elle obéissait par crainte de subir le même sort si elle n'exécutait pas ses ordres. Elle a également indiqué que son frère n'était pas autorisé à manger avec elle et sa sœur. Il ne pouvait consommer que du beurre de cacahuète, du riz et des haricots. Selon Madison, leur père humiliait Isaiah de façon cruelle, le contraignant à boire son urine et à manger ses propres excréments. Il arrivait que Mauricio urine dans un seau, y trempe des sous-vêtements d'Isaiah, puis le force à les porter sur la tête dans la maison. Madison a aussi raconté que son frère n'avait droit qu'à des douches froides. Elle se souvenait d'un autre incident où l'un de ses parents, elle ne se rappelait pas lequel, avait versé de l'eau de Javel sur Isaiah. Le garçon avait alors été transporté à l'hôpital pour enfants de Little Rock, où on lui avait diagnostiqué des brûlures au second degré. Le procureur Nathan Smith a demandé à la jeune fille ce qui s'était passé la veille de la mort de son frère. Elle a expliqué qu'il se trouvait dans un camp dans l'État du Missouri et qu'à un moment donné, elle avait aperçu Isaiah sous la douche, ses mains et ses pieds attachés avec des lacets, totalement nus. Juste avant de rentrer chez lui, Mauricio a appelé Isaiah dans la caravane et lorsque la porte s'est ouverte, Madison a vu que son frère avait été violemment agressé. Un bâton se trouvait dans son corps. De retour à la maison, le garçon ne pouvait même pas sortir de la voiture. Quelques heures plus tard, il a été transporté à l'hôpital, où il est décédé. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, Bill James, a demandé à Madison pourquoi elle n'avait pas mentionné ces détails plus tôt. La jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas. Ensuite, le médecin légiste, le docteur Steven Erickson, a témoigné devant le tribunal. Il a confirmé que la cause de la mort d'Isaiah était due à des sévices chroniques. Selon le docteur, les blessures du garçon correspondaient à un cas classique de violence systématique. La mort a été causée par une septicémie due à de graves lésions internes. Le docteur Erickson a décrit en détail les blessures découvertes sur le corps d'Isaiah lors de l'autopsie. Des photos ont été présentées au jury. L'expert a noté de nombreuses blessures anciennes et non traitées, ainsi que des cicatrices à des endroits inhabituels. Isaiah avait des dents cassées et un nez fracturé qui n'avait jamais été soigné. Il a également décrit une longue cicatrice allant du sternum à l'os pelvien, bien que cette blessure n'ait pas été la cause directe du décès. Des ecchymoses sur les doigts et les poignets du garçon témoignaient de tentatives de se défendre. Il y avait plus de 60 marques en forme de U sur son dos, ressemblant à des traces de coups de ceinture. Les blessures internes ont conduit à un choc septique, à l'origine du décès. C'est l'un des cas les plus horribles de ma carrière, a avoué le docteur Erickson. 5 enfants adultes et beaux-enfants de Mauricio ont également témoigné au tribunal. Chacun a raconté les abus qu'il avait subis. Certains ont parlé de violences inacceptables,
d'autres de coups constants, et certains des deux. Deux des fils, Quinton et Nicholas, purguaient déjà des peines de prison, l'un pour vol et agression, l'autre pour trafic de substances interdites et possession d'armes. Ils ont révélé que Mauricio les forçait à accomplir des actes indécents l'un avec l'autre sous son regard, et parfois il les enfermait dans une pièce pour les obliger à se battre. En 2004, une enquête avait déjà été menée contre Mauricio pour des accusations de violence envers sa belle-fille Bailey, mais l'affaire avait été classée faute de preuves. Après la mort d'Isaiah, il a été découvert qu'au début des années 2000, Mauricio et Cathy avaient déjà fait l'objet de mesures de retrait de 6 enfants. À l'époque, la famille vivait à Jonesboro, et les services sociaux avaient reçu plusieurs signalements de mauvais traitements. En 2005, les 6 enfants avaient été adoptés et Mauricio et Cathy avaient ensuite déménagé pour commencer une nouvelle vie. Le parquet avait requis la peine de mort pour Mauricio. En novembre 2016, il a été reconnu coupable du meurtre d'Isaiah et la condamnation incluait effectivement la peine capitale. Cependant, en 2019, la Cour suprême de l'Arkansas a annulé le verdict, estimant que l'accusation ne pouvait fonder la peine de mort sur les faits de violence. La défense a plaidé pour une requalification en homicide involontaire, soutenant que Mauricio ne pouvait pas savoir que ses actions mèneraient à la mort de son fils. Un nouveau procès a eu lieu en mars 2020, et il a de nouveau été reconnu coupable. Mais le processus a été interrompu. Lors de l'audience, le fils adulte de Cathy, Quinton, a attaqué son beau-père en pleine salle d'audience, ce qui a conduit le juge à déclarer le procès nul. Le troisième procès s'est tenu en février 2023. Le jury a une fois de plus reconnu Mauricio Alejandro Torres coupable de meurtre avec préméditation et d'agression de premier degré. Cette fois, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Il purge actuellement sa peine en prison. Après la mort d'Isaiah, ses sœurs, Madison et Mackenzie, ont été placées sous tutelle et adoptées par la suite. Sans cet incident au tribunal, Mauricio aurait peut-être été condamné à mort. Mais probablement, personne ne blâmera Quinton pour avoir craqué. Désormais, il ne reste plus qu'à espérer que Mauricio passera ses dernières années en prison comme il le mérite. Le 20 juillet 2020, une femme s'est présentée au poste de police de Singapour. La voix tremblante, elle a déclaré la disparition de sa petite fille. Cela faisait plusieurs mois qu'elle ne l'avait pas vue. Toutes ses tentatives pour entrer en contact avec la mère de l'enfant, une femme prénommée Chloé, étaient restées sans réponse. Cette dernière ne répondait ni aux appels ni aux messages. La grand-mère avait le pressentiment que quelque chose d'anormal s'était produit. Au début de l'été, entre le 29 juin et le 3 juillet, la grand-mère a reçu une lettre lui annonçant que sa petite fille avait été hospitalisée en raison d'une maladie. Mais personne n'était capable d'en préciser la nature, ni d'indiquer la gravité de son état. L'inquiétude montait. Aucune réponse ne venait. Puis les rêves ont commencé. Des rêves étranges, oppressants. Chaque nuit, la grand-mère voyait l'enfant en détresse, comme si elle l'appelait à l'aide. Un sentiment profond s'imposait à elle. Quelque chose de terrible s'était produit. Et personne, sauf elle, ne semblait s'en préoccuper. Le père biologique de la fillette, un homme prénommé Nan, partageait la même angoisse. Malgré les tensions passées, il continuait de se soucier de sa fille et voulait savoir si elle était saine et sauve. Lui aussi a fini par se tourner vers la police. Ce que l'enquête a révélé a bouleversé tout Singapour. Les autorités ont retrouvé Chloé ainsi que son nouveau compagnon. Leurs téléphones ont été saisis dans l'espoir d'y découvrir des indices sur la localisation de l'enfant. Mais à la place, les enquêteurs sont tombés sur des vidéos datant de 2019. Des images à glacer le sang. Elles montraient des scènes de violence physique. Ce que la fillette a enduré de la part de ceux qui étaient censés veiller sur elle défie toute description. La peur, la douleur et une solitude absolue transparaissaient à l'écran. Cet enfant n'avait personne pour la protéger. Elle est née le 4 octobre 2015 à Singapour. Enfant unique, elle était issue d'un couple qui, en apparence, semblait ordinaire. Son père, une personnalité connue sur Internet, agissait sous pseudonyme. Sa mère, à l'époque, donnait l'image d'une jeune femme attentive. Tout paraissait normal, au premier regard. Mais derrière cette façade se dissimulaient de profonds dysfonctionnements. Les documents judiciaires ont révélé que le couple s'était marié le 12 mai 2015, soit quelques mois à peine avant la naissance de leur fille. Pourtant, un an plus tard,
Leur union a commencé à se désagréger. En 2017, ils se sont séparés, et Chloé est retournée vivre chez sa mère avec l'enfant. Pendant ce temps, le père sombrait progressivement dans la dépendance. Entre 2015 et 2019, il a été interpellé à 3 reprises. En 2018, un an après sa rupture avec son ancien compagnon, Chloé a entamé une relation avec un homme prénommé Wong, mécanicien automobile indépendant. Leur relation a rapidement pris de l'ampleur, et en janvier 2019, elle a quitté le domicile maternel pour s'installer avec lui dans un appartement loué au sein d'un ensemble résidentiel du quartier de Pellabar. Mais un conflit a éclaté. Chloé voulait emmener sa fille avec elle, ce à quoi la grand-mère s'est farouchement opposée. Elle avait élevé la fillette avec tendresse, lui vouait un attachement profond et ne faisait aucunement confiance à Wong. Elle désapprouvait fermement les choix de sa fille et pressentait un danger. Chloé a refusé d'écouter. Elle a rompu tout contact avec sa famille et avec son ancien compagnon, a confié la garde de sa fille à sa mère et a tourné la page pour commencer une nouvelle vie avec Wong. Pendant un certain temps, la fillette a vécu en sécurité, mais cela n'a pas duré. Une fois Chloé installée, une nouvelle présence est entrée dans leur quotidien. Noël, une amie proche de Wong. Elle a d'abord commencé à passer ses week-ends avec le couple. Peu à peu, la fillette a été invitée à les rejoindre. Au début, il ne s'agissait que de visites brèves. Mais le 29 septembre 2019, l'enfant a définitivement emménagé dans l'appartement de Chloé et Wong. C'est à ce moment-là que son véritable cauchemar a commencé. Au début, tout semblait anodin. Fin février, début mars 2019, Chloé et Wong ont commencé à punir la fillette à coups de bâton parce qu'elle avait accidentellement uriné au lit ou sali les meubles. Elle n'avait que 4 ans. Elle était frappée pour des raisons qui ne devraient jamais justifier une punition, encore moins sur un enfant. Peu à peu, les marques sont devenues visibles pour leur entourage. Le 19 mars 2019, un employé de la crèche a remarqué des ecchymoses sur le visage, les bras et les jambes de l'enfant. Lorsqu'on l'a interrogée, Chloé a menti, prétendant que la fillette était tombée de vélo. Par la suite, face à la multiplication des bleus, elle a admis qu'il s'agissait de sa méthode éducative. Le personnel a été profondément choqué. On lui a expliqué qu'un tel comportement envers un enfant était inacceptable. Chloé a acquiescé et a déclaré « Je ne le ferai plus ». Mais 3 jours plus tard, un autre éducateur a lui aussi constaté de nouvelles contusions. Cette fois, la crèche a émis un dernier avertissement. Si la fillette revenait avec des signes supplémentaires de maltraitance, un signalement officiel serait adressé au ministère du Développement social et de la Famille. Chloé a pris peur. Pour éviter toute conséquence, elle a retiré sa fille de l'établissement le 17 septembre 2019. Officiellement, elle a prétexté l'absence d'enseignement du chinois. En réalité, ce n'était qu'un faux semblant. L'instruction à domicile lui permettait de cacher des violences de plus en plus graves. À partir de l'automne 2019, les mauvais traitements infligés à l'enfant sont devenus systématiques. Wong la frappait de plus en plus souvent avec sa canne, la giflait, parfois même la rouait de coups de poing, simplement parce qu'elle salissait l'appartement. Au lieu de protéger sa fille, Chloé s'est rangée à ses côtés. Un jour, Wong a utilisé un tuyau d'arrosage pour la punir. Mais ses violences ne se limitaient pas à la douleur physique. Il voulait que la fillette ait peur, qu'elle lui obéisse sans discuter. Il a même enseigné à Chloé une méthode de punition spécifique, qui ne laissait aucune trace visible, mais causait une douleur intense. « Appuie ton pouce sur ses côtes », lui a-t-il dit. Chloé a obéi. Elle a enfoncé son pouce à plusieurs reprises dans les côtes fragiles de sa fille, la faisant hurler de douleur. Mais les choses ont empiré. Une amie de la famille, Noël, était parfaitement au courant. Non seulement elle n'a rien fait pour empêcher ce qui se passait, mais elle a filmé les scènes. Chaque coup, chaque larme, chaque moment de souffrance a été enregistré. Non pas pour servir de preuve aux autorités, mais, selon ses propres mots, pour montrer à l'enfant les conséquences d'un mauvais comportement. Lorsque ces vidéos ont été diffusées au tribunal, même les professionnels les plus aguerris n'ont pas pu contenir leur émotion. Certains ont pleuré. D'autres ont quitté la salle, incapables de supporter ce qu'ils voyaient. Ce que cet enfant a enduré défie l'entendement. Le 9 novembre 2019, Noël a filmé l'un des épisodes les plus terrifiants. La fillette n'avait pas dit à sa mère qu'elle avait mouillé sa couche, un comportement pourtant normal pour un enfant de son âge. Mais pour Chloé, c'était impardonnable.
Elle a brusquement attrapé sa fille, lui a arraché sa couche souillée et la lui a enfoncée sur la tête, lui couvrant le visage. L'enfant pleurait sans pouvoir s'arrêter. Lorsqu'elle a tenté de se débattre, Chloé lui a tiré les cheveux, l'a frappé au visage, puis lui a remis la couche, cette fois sur les yeux et le nez. Les humiliations ne se sont pas arrêtées là. Un jour, la fillette a touché au produit de maquillage de sa mère. Ce geste anodin, né d'une curiosité typiquement enfantine, a entraîné une punition cruelle. Wong a pris un marqueur rouge, a tracé des lignes sur le visage de l'enfant, puis l'a emmenée dehors. Il l'a obligée à faire signe aux passants, alors qu'elle se tenait debout, le visage recouvert de marques. Tout cela a été filmé par Noël. Une autre fois, Wang l'a contrainte à chercher de la nourriture dans une poubelle. La fillette a fouillé les ordures sous son regard, à la recherche de quoi manger. Plus tard, pour l'humilier davantage, il lui a rasé la tête. Meghan n'avait nulle part où aller. Personne ne pouvait la sauver. En janvier 2020, sa vie n'était plus qu'une suite interminable de privations, de coups et de souffrances. Une nuit, le 5 janvier, Meghan pleurait. Elle était épuisée, affamée, à bout de force. Ses larmes, qu'elle ne pouvait plus retenir, ont éclaboussé par accident Wong et Chloé. Cela a suffi. Chloé l'a frappée au visage, puis s'est mouchée et a étalé sa morve sur le visage de l'enfant. Une humiliation de plus, et peut-être la dernière qu'elle était encore capable de supporter. Entre janvier et février, les violences physiques se sont intensifiées. Le couple a commencé à utiliser des matraques. Meghan était presque totalement privée de nourriture. Selon eux, si elle ne mangeait pas, elle ne salirait pas ses vêtements. Mais elle n'était déjà plus autorisée à emporter. Ses blessures saignaient et souillaient les habits. On ne la considérait plus comme une enfant. Elle était devenue l'objet d'un supplice méthodique. Meghan n'était même plus autorisée à dormir dans l'appartement. On la couchait dans une boîte en carton, 3 mètres sur 1, posée à l'extérieur devant la porte. Sans couverture, sans oreiller, sans protection contre la chaleur, la pluie ou le froid. Elle endurait les averses, les vents nocturnes, les journées étouffantes, seule, exposée, sans défense. Un jour, après un coup de chaleur, elle a commencé à avoir des convulsions. Elle avait besoin de soins médicaux urgents. Mais Wong s'est contenté de lui poser un sac de glace sur la tête, comme si cela pouvait réparer ce qui, en elle, était déjà irrémédiablement brisé. Une autre fois, il l'a frappée si violemment qu'il lui a fracturé la mâchoire. Meghan n'a pas été emmenée à l'hôpital. À la place, Chloé a cherché sur Internet des instructions pour la remettre en place et les a montrées à Wong. C'est lui qui s'en est chargé, tandis que la fillette hurlait de douleur. Le 3 février 2020, Noël a filmé une nouvelle séquence. Meghan était nue, les cheveux coupés très courts. Son corps était couvert d'hématomes, de croûtes et d'égratignures. À travers ses larmes et ses sanglots, elle suppliait qu'on lui donne quelque chose pour se couvrir. Chloé lui a répondu par une moquerie glaciale. « Ouais !» a-t-elle lâché, avec un mépris glacial se moquant de la détresse de sa fille. Le lendemain, Meghan mourait de faim. Elle regardait Chloé manger des nouilles juste devant elle. Quand elle a demandé doucement un peu de nourriture, Chloé a rétorqué « Il n'y en a plus. Il ne te reste plus rien. » Meghan s'est mise à pleurer. Chloé s'est contentée de rire, l'a accusée de simuler pour susciter la pitié, et a continué à la réprimander. Ce n'était plus seulement de la cruauté. Le 21 février 2020, Meghan n'avait rien mangé de toute la journée. Ce soir-là, Wong a rapporté de la nourriture à la maison. Pendant un instant, la fillette a cru qu'elle allait enfin pouvoir manger. Mais au lieu de cela, elle a été traînée dans la chambre pour une nouvelle correction. Wong était furieux parce qu'elle avait fait ses besoins à un endroit qu'il jugeait inapproprié. Mais à ce moment-là, Meghan était trop faible pour se tenir debout, trop épuisée pour soutenir son regard, ce qui l'a rendu encore plus violent. Il l'a frappée à coups de poing, encore et encore, sans relâche. Puis il lui a asséné le coup final. Son petit corps a été projeté contre le mur. Un bruit sourd s'est fait entendre. Elle s'est effondrée au sol et n'a plus bougé. Quelque chose en elle s'était irrémédiablement brisé. Ce fut à cet instant pour la première fois que Chloé a paniqué. Elle s'est tournée vers Wong et a murmuré « Elle ne survivra pas. On va avoir des problèmes. » Peu après minuit, ils appelèrent Noël. Lorsqu'elle arriva, Meghan était allongée sur le sol.
Faiblement, d'une voix à peine audible, elle murmura. « J'ai mal. » Même Noël, qui avait si souvent été témoin de ce qui se passait sans jamais intervenir, comprit cette fois que la situation avait dépassé un point de non-retour. « Emmenez-la à l'hôpital, » dit-elle. Mais Wong et Chloé refusèrent. « Elle fait semblant. C'est juste pour nous attirer des ennuis, » se moquèrent-ils. Au lieu d'aider l'enfant, ils détournèrent le regard. Ils restèrent assis dans le salon, sous l'emprise de substances illicites, tandis que Meghan mourait seule dans sa chambre. Les heures passèrent. Puis, le silence. Noël regarda le corps immobile de Meghan et comprit que quelque chose n'allait pas. Chloé se précipita vers sa fille. Il y avait du vomi près de sa bouche. Alors la panique s'empara d'elle. Elles tentèrent de la ranimer. Elles pressèrent à sa poitrine, lui insufflèrent de l'air, puis introduisirent un tube en plastique d'environ 30 centimètres dans sa gorge, dans l'espoir que l'oxygène atteigne à nouveau ses poumons. Mais Meghan ne réagissait pas. Elle était morte. Les 3 adultes paniquaient. Chloé, comprenant que tout était fini, écrivit dans le groupe de discussion. « Meghan est morte. » Mais Wang refusait d'abandonner. Il essaya de fabriquer un défibrillateur artisanal. Il fixa des baguettes métalliques à des fils électriques et les relia à une source d'alimentation. Tout cela fut vain. En désespoir de cause, Wang ordonna à Chloé de fumer des substances interdites et d'expirer la fumée dans la bouche de Meghan, dans l'espoir insensé de la ramener à la vie. Mais rien n'y fit. Plus tard, les experts médico-légaux déterminèrent la cause du décès, une septicémie, infection grave du sang, provoquée par des traumatismes internes et des lésions organiques. Cette issue tragique était le résultat de punitions longues et systématiques, jamais suivies de la moindre tentative de soin. Mais au lieu de se lamenter, Wang et Chloé n'avaient qu'une seule obsession, faire disparaître le corps. Le cadavre de Meghan demeura dans l'appartement pendant 2 jours. Durant ce temps, Wang, Chloé et Noël prirent la fuite. Ils louèrent des chambres d'hôtel pour éviter de retourner sur les lieux. Mais bientôt, l'angoisse monta. Tôt ou tard, quelqu'un finirait par découvrir le corps. Wang retourna à l'appartement. L'odeur de décomposition s'était accentuée. Il enveloppa le corps dans une couverture, puis dans du film plastique et du ruban adhésif. Il le plaça dans un conteneur en plastique et y versa du ciment. Il transforma ainsi le corps de l'enfant en un bloc anonyme, comme s'il voulait effacer jusqu'à sa mémoire. Pour tenter de dissimuler l'odeur, il alluma la climatisation et fit bouillir dans la pièce une casserole d'eau vinaigrée. Mais cela ne suffisait pas. Une question restait en suspens. Comment faire en sorte que personne ne découvre jamais les restes ? Wang proposa de brûler le corps dans un baril, en produisant un feu si intense qu'il ne resterait même pas d'os. Chloé fit des recherches sur Internet pour apprendre comment procéder. Le couple effectua des essais avec des brûleurs artisanaux. Peu après, ils commandèrent un tonneau métallique spécial, prétendant qu'il leur servirait à brûler de l'encens. En réalité, il était destiné au corps de Meghan, qui y entrait parfaitement. Le 8 mai 2020, près de 3 mois après la mort de la fillette, ils mirent leur plan à exécution. Wang sortit le baril, acheta du charbon de bois, prit le conteneur contenant le corps et transporta le tout dans une zone industrielle, dans un bâtiment appartenant à son parrain, un lieu discret, où personne ne poserait de questions. À 6h10 du matin, il installa le baril, brancha un ventilateur et alluma le feu. Les flammes brûlèrent pendant des heures, réduisant en cendres tout ce qui restait de Meghan. À 10h40, Noël acheva sa part du plan. Wang et Chloé observèrent les cendres de leur dernier crime se dissiper dans la chaleur. Lorsque le feu s'éteignit, Wang rassembla les cendres dans un sac poubelle et se rendit sur la côte à East Park. Il se posta au bord de l'eau, fixa l'horizon, puis dispersa, sans la moindre hésitation, les restes de Meghan dans la mer. Aucune cérémonie, aucun mot d'adieu. Rien d'autre qu'un dernier acte de cruauté, comme si elle n'avait jamais existé. Plus tard, ils effacèrent toutes les traces du crime et se débarrassèrent du baril. Ils étaient convaincus que leur secret resterait enfoui à jamais. Pendant plusieurs mois, personne ne remarqua la disparition de Meghan. Personne ne se demanda où elle était. Wang et Chloé étaient convaincus d'avoir échappé à la justice. Mais en juillet 2020, la grand-mère de Meghan commença à ressentir de manière de plus en plus pressante que quelque chose n'allait pas. Chloé ne répondait plus à ses appels.
ses cauchemars devenaient de plus en plus oppressants. Elle avait l'impression que sa petite fille l'appelait, la suppliant désespérément de l'aider. Et puis, le 20 juillet 2020, elle déclara enfin sa disparition. Pendant ce temps, le père biologique de Meghan, un homme prénommé Simon, en vint lui aussi à redouter le pire. Il avait toujours douté de la capacité de Chloé à s'occuper de l'enfant. À présent, la fillette s'était volatilisée. Il s'adressa à la police, évoquant une possible maltraitance. Et peu à peu, la vérité commença à se révéler. En seulement 3 jours, la police localisa Wong, Chloé et Noël. Tous 3 furent placés en garde à vue pour être interrogés. Le 4e jour, l'enquête mena à une conclusion terrifiante. Meghan était morte depuis plusieurs mois. Le 24 juillet 2020, Wong et Chloé furent arrêtés pour meurtre. Noël, cette amie qui avait filmé les souffrances de l'enfant au lieu de lui porter secours, fut également arrêté, accusé d'avoir participé à la dissimulation du corps. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Lors de la perquisition de l'appartement, la police découvrit de nombreuses substances interdites. Le 25 juillet 2020, les 3 suspects comparurent devant le tribunal. Wong, âgé de 33 ans, et Chloé, âgée de 24 ans, furent officiellement inculpés de meurtre, un crime passible de la peine de mort obligatoire, conformément au Code pénal de Singapour. Noël, âgé de 30 ans, fut inculpé séparément pour avoir aidé à dissimuler le corps, un délit passible de 7 années d'emprisonnement. L'enquête menée par le parquet se poursuivit, révélant de nouveaux éléments. Wong avait un passé chargé. En plus de l'accusation de meurtre, il fut également inculpé de 7 autres chefs: consommation, détention et trafic de substances illicites, détention illégale d'armes blanches, ainsi qu'une agression remontant à 2018. Le 30 juillet, le tribunal décida de maintenir les 3 accusés en détention provisoire. Les procureurs expliquèrent qu'ils avaient besoin de temps pour rassembler l'ensemble des preuves et effectuer une expertise psychiatrique afin d'évaluer leur responsabilité pénale. Le 3 août, la détention fut prolongée. L'avocat de Noël plaida pour que son dossier soit traité séparément, dans la mesure où elle ne risquait pas la peine capitale. Il affirma qu'elle s'était uniquement rendue complice de la dissimulation du corps. Mais le tribunal rejeta cette demande. Les enquêteurs cherchaient à déterminer si Noël avait été un simple témoin passif ou si elle avait volontairement participé aux mois de violence ayant conduit à la mort de Meghan. Finalement, malgré son rôle dans les souffrances de Meghan, Noël fut libérée sous caution le 13 août 2020. Elle obtint sa liberté après avoir versé une caution de 50 000 $ singapouriens, mais elle fut soumise à des conditions strictes: couvre-feu, surveillance électronique et contrôle permanent. Pendant ce temps, Wong et Chloé restèrent en détention, attendant toujours leur procès pour meurtre. En septembre 2020, leur expertise psychiatrique fut achevée, mais l'enquête elle-même dura plusieurs mois. La famille de Meghan, tout comme le public, réclamèrent justice. Puis, en février 2025, la situation changea radicalement. Le 28 février 2025, Wong et Chloé plaidèrent tous 2 coupables, mais pas de meurtre. Afin d'échapper à la peine de mort, ils acceptèrent des chefs d'accusation moins graves. Wong plaida coupable d'homicide involontaire, de dissimulation de corps, ainsi que de trafic et consommation de substances illicites. Chloé plaida coupable d'homicide involontaire, de maltraitance et de tentative d'entrave à la justice. Le ministère public insista pour que la peine la plus sévère soit prononcée. Il requit entre 28 et 30 ans d'emprisonnement pour Wong, soulignant le caractère inhumain et malveillant de ses actes. Pour Chloé, il demanda une peine comprise entre 15 et 20 ans, invoquant sa trahison définitive en tant que mère qui non seulement n'avait pas protégé son enfant, mais avait également participé à ses souffrances. Le verdict pour Wong et Chloé fut fixé au 3 avril 2025. Mais pour beaucoup, aucune peine ne pouvait être suffisante. Lorsque les détails de l'affaire furent rendus publics, Singapour fut bouleversé. Les gens pleuraient Meghan, cet enfant à qui on n'avait pas donné la chance de mener une vie normale. Sur les réseaux sociaux, des appels indignés furent lancés pour durcir les sanctions contre la maltraitance des enfants. Personne n'était aussi dévasté que la grand-mère de Meghan. Âgée de 63 ans, elle travaillait comme femme de ménage, s'occupait de sa mère âgée de 82 ans et espérait jusqu'au bout que Chloé, son unique enfant, finirait par assumer ses responsabilités, même si cela devait lui coûter des décennies derrière les barreaux.
Mais la famille paternelle de Meghan éprouvait des sentiments tout à fait différents. Son oncle jura qu'il ne pardonnerait jamais ni à Chloé ni à Wong. Il décrivit Meghan comme une fille gentille et innocente, dont la vie avait été irrémédiablement volée. Il reprocha à Chloé de ne pas avoir reconnu à temps qu'elle n'était pas capable d'élever un enfant. « Si elle nous avait prévenus, nous serions intervenus », déclara-t-il. Les deux familles voulaient enterrer Meghan, mais il n'y avait rien à enterrer. Son corps avait été incinéré et ses cendres dispersées en mer. Pas de pierre tombale, pas d'adieu. Tout était perdu à jamais. La mort de sa fille fut un tournant dans la vie de Simon. Ayant commencé à consommer des substances illicites à l'âge de 16 ans, il avait sombré dans la déchéance pendant des années. Mais lorsqu'il apprit ce qui était arrivé à Meghan, il fut brisé. Il se reprochait de ne pas avoir été là pour elle. Mais cette fois-ci, il ne laissa pas le sentiment de culpabilité le détruire. Simon renonça définitivement aux substances illicites, trouva un emploi stable et entama une nouvelle vie. Il décida d'utiliser son histoire pour mettre en garde les autres. Avec d'autres anciens toxicomanes, il commença à intervenir auprès des jeunes pour leur expliquer comment les substances illicites détruisent des vies. En juin 2024, il fut nommé premier ambassadeur officiel de l'Association singapourienne de lutte contre les substances illicites. Il partagea son histoire avec d'autres, dans l'espoir d'empêcher au moins un enfant de subir le même sort que Meghan. Même aujourd'hui, Simon pleure encore sa fille. Il honore sa mémoire par tous les moyens à sa disposition. Il est fermement convaincu que les lois singapouriennes contre les substances illicites doivent rester sévères, allant jusqu'à la peine de mort pour les trafiquants. Il estime que, sans cela, des milliers de vies seront détruites, comme la sienne l'a été. La mort de Meghan est, selon lui, un exemple frappant de ce qui se produit lorsque les substances illicites détruisent entièrement une famille. Il a vu comment elles transforment les gens en monstres. Il fut lui-même l'un d'entre eux. Mais aujourd'hui, il se bat pour mettre fin à ce cycle. Et plus que tout au monde, il espère qu'aucun autre enfant ne vivra ce que Meghan a vécu. Cette affaire a profondément bouleversé Singapour. C'est une histoire de cruauté, de trahison, d'indifférence. Mais c'est aussi une histoire de regret, de tentative de réparer le passé et de quête de justice. Mary Charlotte Renoul et Benjamin Pizem se sont rencontrés en France alors qu'ils étaient encore adolescents. Tous deux sont nés et ont grandi dans ce pays. À l'âge de 15 ans, ils ont commencé à se fréquenter et, 1 an plus tard, Mary a découvert qu'elle était enceinte. Malheureusement, cette première grossesse s'est achevée par une fausse couche, ce qui a été un choc terrible pour le jeune couple. 1 an plus tard, Mary est de nouveau tombée enceinte, et cette fois-ci, tout s'est déroulé sans complications. Elle a donné naissance à leur première et unique fille, qu'ils ont prénommée Rose. Quelques mois après la naissance de l'enfant, les jeunes parents se sont mariés civilement et ont emménagé dans une petite maison que Benjamin avait louée. La vie de famille s'est révélée difficile dès les premiers temps. Leur situation financière était extrêmement précaire. Ni Mary ni Benjamin ne parvenaient à décrocher un emploi stable leur permettant de subvenir aux besoins de leur foyer. Après la naissance de Rose, les dépenses ont considérablement augmenté et leur quotidien devenait chaque jour plus éprouvant. Parfois, leurs mères respectives leur apportaient un peu d'aide, mais ces soutiens restaient bien insuffisants. Tous deux entretenaient des relations compliquées avec leur père. Tout ce que Benjamin savait de son géniteur, c'est qu'il était originaire d'Israël et qu'il avait rencontré sa mère lors de vacances en France. Leur brève liaison avait abouti à une grossesse, et dès qu'il en avait été informé, cet homme était retourné dans son pays natal. Depuis, il n'avait plus donné signe de vie et ne s'était jamais intéressé au sort de son fils. Le père de Mary avait lui aussi disparu de sa vie et les raisons de cette disparition demeurent obscures. 2 versions contradictoires subsistent. Selon la mère de Mary, l'homme serait tout simplement parti parce qu'il ne les avait jamais aimés, ni elle ni sa fille. Pourtant, Mary accusait sa mère d'être responsable de ce départ. Elle affirmait que celle-ci avait un jour déposé une fausse plainte auprès de la police, accusant son père de violence. D'après Mary, il aurait pris peur à l'idée de poursuites judiciaires et se serait enfui. Sa mère, quant à elle, soutenait avec fermeté que ces déclarations étaient fondées. Selon elle, l'homme la maltraitait réellement, et elle avait simplement voulu se protéger, elle et son enfant. Toutefois, aucune trace de cette plainte n'a été retrouvée dans les archives de la police.
ce qui n'a pas permis de déterminer quelle version était la plus proche de la vérité. Depuis cet épisode, Mary n'a plus jamais revu son père. Pendant ce temps, la situation du jeune couple continuait de se détériorer. Les mois s'écoulaient, les difficultés financières s'accumulaient, et un jour, Benjamin reçut une lettre inattendue signée par un certain Ronnie. Il s'agissait en réalité de son père biologique. Dans sa lettre, Ronnie expliquait qu'il n'avait jamais eu d'autre fils au cours de sa vie et que, désormais, à l'approche de la vieillesse, il souhaitait renouer avec Benjamin et faire la connaissance de sa petite-fille. Il s'avéra que Ronnie était un chauffeur de taxi réputé à Tel Aviv, ayant autrefois travaillé comme conducteur personnel pour des personnalités influentes. Grâce à une situation financière stable, il proposa son aide à la famille, financer leur déménagement en Israël, prendre en charge les frais et les accompagner dans le début de leur nouvelle vie. Après mûre réflexion, Mary et Benjamin décidèrent d'accepter cette proposition. Mais avant le départ pour Israël, Ronnie se rendit en France afin de rencontrer personnellement son fils, sa belle-fille et la petite Rose. Ronnie passe plusieurs semaines chez Benjamin, s'efforçant de nouer des liens et de mieux connaître sa famille. Après son départ, Mary et Benjamin commencèrent à préparer leur voyage. La mère de Benjamin soutenait pleinement cette décision. Elle croyait sincèrement que son fils parviendrait à recréer un lien avec son père et peut-être à retrouver une part de ce qui avait été perdu au fil de ces années de silence. Elle gardait une impression favorable de Ronnie et considérait ses intentions comme sincères. La mère de Mary, en revanche, s'y opposait fermement. Elle s'inquiétait de la rapidité avec laquelle les choses évoluaient, et du fait que cet homme leur était, en définitive, presque un inconnu. Pourtant, malgré ses réserves, le jeune couple quitta la France en 2005, déterminé à commencer une nouvelle vie avec Ronnie à Tel Aviv. Les mois passèrent. Au début, tout semblait se dérouler pour le mieux. Mais peu à peu, Benjamin sentit que la relation qu'il entretenait avec son père ne prenait pas la tournure qu'il avait espérée. Il n'y avait pas de conflits ouverts entre eux, mais aucune véritable proximité ne s'installait. Ronnie restait froid, réservé, comme s'il tenait à maintenir une certaine distance. Cette froideur affectait profondément Benjamin, d'autant plus qu'il devait s'adapter à une culture totalement nouvelle. Même si son père lui avait permis de décrocher un emploi stable, Benjamin continuait à se sentir étranger. La barrière de la langue ne faisait qu'accentuer son isolement. Autour de lui, presque tout le monde parlait hébreu, et il peinait à en maîtriser les bases. Il avait la sensation de vivre en marge, comme enfermé dans une réalité à laquelle il n'appartenait pas. Un jour, accablé par la déception et l'épuisement, Benjamin confia à Mary qu'il souhaitait retourner en France. Mais la réponse de celle-ci le bouleversa. Mary lui déclara qu'il était libre de partir, et même d'emmener leur fille Rose s'il le souhaitait, mais qu'elle, pour sa part, resterait. Car elle était tombée amoureuse de Ronnie, le père de Benjamin. C'est ainsi que Benjamin découvrit que, quelques semaines seulement après leur installation en Israël, Mary et son père Ronnie avaient entamé une relation secrète. Mary lui avoua qu'elle était tombée amoureuse de Ronnie et demanda le divorce, le suppliant de la laisser partir avec lui. En 2006, anéanti par cette trahison, Benjamin demanda le divorce, prit avec lui Rose, alors âgée de 2 ans, et retourna en France. Cependant, la situation n'y était guère plus simple. Il se heurta de nouveau à d'importantes difficultés pour trouver un emploi stable. Rien ne semblait fonctionner. Parfois, les horaires étaient incompatibles. D'autres fois, le salaire ne suffisait pas. Et souvent, c'était son moral qui s'effondrait. Au bout de quelques mois, Benjamin finissait par quitter son poste. Il n'avait même pas les moyens de se nourrir correctement ou de s'acheter des vêtements. Finalement, il prit une décision extrêmement douloureuse. Confier temporairement Rose à un centre d'aide sociale. Durant ces périodes de chômage, la fillette était placée dans d'autres familles. Et lorsque Benjamin retrouvait du travail et parvenait à stabiliser sa situation, elle lui était rendue. Ce mode de vie instable se prolongea pendant un certain temps et laissa des traces profondes dans le psychisme de l'enfant. Rose n'avait aucun sentiment de stabilité, aucun foyer dans lequel elle se sentait réellement en sécurité. En 2007, la fillette fut hospitalisée. Le rapport médical ne précise pas les raisons exactes de son admission, mais les documents mentionnent un incident attribué à une négligence de son père. À la suite de cet épisode, les services sociaux prirent contact avec Mary pour l'informer de la situation de sa fille. Ayant appris ce qui s'était passé,
Mary saisit le tribunal afin de demander la garde de Rose. Compte tenu du fait qu'elle disposait en Israël d'un emploi stable, d'un logement et de ressources suffisantes, le tribunal accéda à sa requête. La garde de Rose lui fut confiée. Au début, il semblait que Rose avait entamé une nouvelle vie paisible. Après son arrivée en Israël, elle s'était retrouvée auprès de sa mère dans un climat doux, au sein d'une maison où tout laissait croire que les choses allaient enfin s'arranger. Mais il devint rapidement évident que Mary et Ronnie n'étaient pas capables d'élever un enfant. Le problème n'était pas d'ordre financier, le couple ne rencontrait aucune difficulté sur ce plan, mais relevait d'une incapacité profonde à établir un véritable lien avec la fillette. À l'âge de 3 ans, Rose ne savait toujours pas aller seule aux toilettes. Elle ne parlait pas hébreu et ne maîtrisait que quelques mots de français. Ni Mary ni Ronnie ne parvenaient à la comprendre, ce qui les irritait profondément. La petite se sentait étrangère dans sa propre maison, tandis que ses parents avaient l'impression de vivre non pas avec une enfant, mais avec un problème insoluble. Ils se montraient exaspérés par ce qu'ils considéraient comme un retard de développement et le fait qu'elle ne parvenait pas à s'intégrer dans leur nouvelle vie. Finalement, ils prirent la décision de confier l'enfant à la mère de Ronnie, une femme âgée nommée Vivien. Celle-ci accepta avec joie d'accueillir sa petite fille, et Rose vécut chez elle jusqu'au 12 mai 2008. Ce jour-là, la fillette avait 4 ans. Ce jour-là, Ronnie se rendit chez sa mère, prétendument pour rendre visite à Rose et prendre de ses nouvelles. Au cours de leur conversation, Viviane évoqua prudemment la possibilité de l'inscrire à l'école maternelle, estimant que des professionnels de la petite enfance pourraient l'aider à se socialiser et à combler son retard. Mais ces propos irritèrent soudainement Ronnie. Il rassembla quelques affaires de l'enfant, annonça qu'il voulait passer la journée avec elle et repartit avec Rose. Ce fut la dernière fois que Vivien vit sa petite fille vivante. Par la suite, elle tenta à plusieurs reprises de joindre son fils pour savoir quand Rose reviendrait. Mais Ronnie cessa de répondre à ses appels. Inquiète, Vivien se rendit à leur domicile. Elle exigea de voir l'enfant, mais Mary refusa catégoriquement, déclarant que ce n'était pas possible pour le moment. La situation parut extrêmement suspecte à Viviane, mais elle ne pouvait rien faire d'un point de vue légal. Mary était la tutrice légale de Rose, et Viviane n'avait pas le droit de signaler officiellement la disparition de sa petite fille. Prenant conscience que quelque chose n'allait pas, Viviane s'adressa aux services sociaux. Elle leur exposa en détail tout ce qu'elle savait et demanda qu'un contrôle soit effectué afin de vérifier la situation de sa petite fille. La réaction fut rapide. Peu de temps après, des travailleurs sociaux, accompagnés de policiers, se rendirent au domicile de Mary et Ronnie. Lorsqu'on leur demanda où se trouvait Rose, Ronnie répondit que la fillette avait été placée dans un établissement religieux où elle recevait des soins et une prise en charge adaptée à son développement. À première vue, cette explication paraissait crédible car l'enfant avait effectivement besoin d'un accompagnement spécialisé. Les agents lui demandèrent alors de les conduire sur place pour leur présenter l'établissement. Ronnie accepta et les guida jusqu'au bâtiment, assurant que Rose s'y trouvait. Mais une fois sur les lieux, il s'avéra qu'il ne s'agissait nullement d'un foyer pour enfants, mais d'un orphelinat réservé aux garçons qui, de surcroît, n'accueillait pas d'enfants ayant encore leurs parents. Tout devint alors évident. Ronnie avait menti. Il changea aussitôt de version, affirmant désormais que Rose vivait chez Vivien. Mais cette déclaration fut aussitôt démentie, puisque c'était précisément Vivien qui avait signalé la disparition de l'enfant. Ronnie et Mary furent alors arrêtés et placés en garde à vue pour être interrogés. Mary déclara ne rien savoir du sort de sa fille et affirma avec certitude que Rose vivait toujours chez Vivienne. Ronnie, quant à lui, se contredisait sans cesse, changeant de version à plusieurs reprises. Il prétendit d'abord avoir confié la fillette à une famille d'accueil stérile, incapable d'avoir des enfants. Puis il déclara l'avoir vendue aux autorités palestiniennes, une version qui s'avéra également mensongère. Plus tard encore, il accusa sa propre mère, affirmant que Vivien avait tué Rose et cherchait désormais à lui faire porter la responsabilité. La police poursuivit les interrogatoires auprès des proches et des voisins afin de reconstituer le déroulement des événements. Il apparut rapidement que Mary et Ronnie vivaient dans un isolement quasi total, n'entretenant de contact qu'avec Vivien. Les voisins les décrivaient comme un couple renfermé et souvent conflictuel. Selon plusieurs témoignages, des disputes éclataient régulièrement, et des cris s'échappèrent fréquemment de leur domicile. Vivien raconta avoir vu à plusieurs reprises sa petite fille présenter des signes visibles de négligence.
Un jour, Rose lui confia à voix basse « Maman ne m'aime pas ». Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de la vieille femme. Lors de la perquisition menée au domicile de Mary et Ronnie, les enquêteurs découvrirent une situation particulièrement troublante. Rose ne disposait ni d'un lit, ni de jouets, ni même d'un espace qui lui fût propre. Contrairement aux autres enfants du foyer, elle n'avait aucun effet personnel, seulement quelques affaires usées posées à même le sol. Tout semblait indiquer que cet enfant n'était pas désiré. Après plusieurs jours d'interrogatoire, Ronnie finit par craquer et avoua être responsable de la mort de Rose. La police lança immédiatement des recherches, mais aucune trace de l'enfant ne fut retrouvée pendant un long moment. D'après ses déclarations, le drame se serait produit alors qu'il ramenait la fillette chez Mary. En chemin, Rose lui aurait dit qu'elle ne voulait plus vivre avec eux et souhaitait retourner chez sa grand-mère. Ces paroles auraient provoqué une violente colère. Submergé par l'émotion, Ronnie admit l'avoir frappé avant de se débarrasser du corps, pris de panique. Il affirme que Mary n'était en rien impliquée dans les faits. Toutefois, les enquêteurs demeuraient sceptiques. De nombreuses incohérences persistaient, et l'attitude détachée de Mary durant les interrogatoires soulevait des interrogations. Lors d'une perquisition menée au domicile du couple, les enquêteurs mirent au jour plusieurs lettres ainsi que le journal intime de Mary. Le contenu de ces écrits surprit même les policiers les plus expérimentés. Dans sa correspondance adressée à Ronnie, Mary exprimait un profond mal-être et reprochait à sa fille d'empêcher son épanouissement personnel. Dans son journal, elle évoquait également la difficulté qu'elle éprouvait à créer un lien affectif avec l'enfant, révélant un état émotionnel particulièrement instable. Ces documents renforcèrent les soupçons des enquêteurs quant au véritable sentiment de Mary envers sa fille. L'enquête permit également d'établir qu'à peine quelques jours avant la disparition de Rose, Mary avait acheté 4 billets d'avion pour les États-Unis, pour elle-même, pour Ronnie et pour leurs 2 enfants communs. Le nom de Rose n'y figurait pas, ce qui amena la police à envisager l'hypothèse d'un départ prémédité sans la fillette. Dans le but d'obtenir de nouvelles informations, les enquêteurs mirent en place une stratégie psychologique. Ils placèrent Mary et Ronnie dans des cellules voisines, espérant qu'ils finiraient par échanger entre eux. Ce fut effectivement le cas. Leur conversation, enregistrée par les autorités, permit de recueillir des éléments déterminants pour la suite de l'enquête. Quelques jours plus tard, une découverte effectuée dans la rivière Yarkon vint confirmer les pires craintes des enquêteurs. Il fut établi sans ambiguïté qu'il s'agissait bien de la petite Rose Pizem. Cette conclusion mit un terme à l'enquête et confirma la responsabilité du couple dans la disparition de l'enfant. L'autopsie réalisée par les experts médico-légaux n'a pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès, en raison de l'état avancé de décomposition du corps. Aucune lésion nette au niveau du crâne n'a été constatée, contrairement à ce qu'avait affirmé Ronnie. En revanche, les spécialistes ont relevé des signes de violence passée, ainsi que des fractures anciennes mal consolidées, suggérant que l'enfant avait été victime de maltraitance prolongée et qu'elle n'avait pas reçu les soins médicaux appropriés. La police a également procédé à l'analyse du véhicule de Ronnie. Des traces biologiques correspondant à Rose ont été retrouvées uniquement dans le coffre, ce qui laisse penser que le corps de la fillette y avait été transporté. Aucune trace n'a été détectée à l'intérieur de l'habitacle ni dans la maison, ce qui n'a pas permis aux enquêteurs de localiser précisément le lieu du décès. Selon les éléments de l'enquête, la fillette aurait été victime d'un étranglement. Certains indices laissaient à supposer que Mary aurait pu être l'auteur des faits, tandis que Ronnie aurait joué un rôle dans la dissimulation du corps. Mary a nié toute implication, mais les preuves recueillies ainsi que les enregistrements de conversation entre les 2 suspects semblaient indiquer le contraire. Le procès, qui a duré près de 2 ans, de 2009 à 2011, a été largement suivi par l'opinion publique. À l'issue des audiences, le tribunal a reconnu Mary Renoul et Ronnie Pizem coupables du meurtre de Rose Pizem, âgée de 4 ans, et les a condamnés tous 2 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une possibilité de libération conditionnelle après 20 ans de détention. Une fois toutes les expertises terminées, le corps de la fillette a été rapatrié en France, auprès de son père, Benjamin Pizem, afin que lui et sa famille puissent lui rendre un dernier hommage et organiser ses funérailles dans son pays natal. La sonnette retentit. Un petit garçon se tenait devant la porte. C'était l'enfant d'un voisin. Son visage exprimait une vive inquiétude.
De toute évidence, quelque chose de grave s'était produit. Le propriétaire de la maison se précipita aussitôt à l'intérieur pour appeler quelqu'un à l'aide. Dans le vacarme habituel des sirènes, plusieurs voitures de police arrivèrent sur les lieux. Elles s'arrêtèrent devant une maison à 2 étages située à St. John's. Le spectacle était véritablement effrayant. Les policiers n'eurent même pas besoin de pénétrer à l'intérieur pour découvrir l'une des victimes. Un homme gisait, face contre terre, juste devant la porte d'entrée. Quelques minutes plus tard, des agents entrèrent dans la maison. À première vue, il n'y avait aucune trace d'effraction ni de cambriolage. En montant à l'étage, ils découvrirent un autre corps. Il s'agissait d'un homme allongé sur le sol au milieu d'une chambre à coucher. Il apparut rapidement que l'une des victimes était Vincent Romero, âgé de 29 ans, père de Christian Romero, un garçon de 8 ans. L'autre victime était Timothy Roman, âgé de 39 ans. Ce dernier avait quitté St. John's peu de temps avant les faits. Vincent lui louait une chambre et les 2 hommes travaillaient pour la même entreprise, spécialisée dans la construction de centrales électriques. Dans un premier temps, la police demeura perplexe. Elle ne disposait ni de preuves, ni de suspects. Il s'était écoulé bien longtemps depuis qu'un crime de cette nature s'était produit dans cette petite ville. De surcroît, le quartier où les faits s'étaient déroulés était particulièrement paisible, et chacun connaissait son voisin. La police décida donc d'interroger les habitants du voisinage ainsi que les proches de Vincent. Mais il s'avéra qu'aucun d'entre eux ne détenait d'informations susceptibles d'éclairer l'enquête, d'une manière ou d'une autre. L'épouse de Timothy orienta toutefois les enquêteurs vers Christian. Selon elle, le garçon adoptait fréquemment un comportement inhabituel. Malgré cela, les policiers poursuivirent leurs investigations. À ce stade, les autorités ne considérèrent pas encore le fils de Vincent comme un suspect, mais plutôt comme un témoin. Ce n'était guère surprenant, car il leur semblait difficile d'imaginer qu'un enfant puisse tirer sur son propre père. Par ailleurs, aucune preuve concrète n'avait été retrouvée dans la maison. Ce détail laissait penser que l'auteur du crime pouvait être une personne expérimentée et méthodique. Cependant, Christian fut convoqué ultérieurement par la police. Le garçon expliqua qu'il avait fait environ 5 fois le tour du pâté de maison avant de rentrer chez lui. C'était un rituel qu'il observait les lundis et les mercredis en attendant l'arrivée de sa mère. La mère de Christian, Erin Bloomfield, et son père s'étaient séparés bien avant la tragédie. Depuis leur rupture, Vincent avait obtenu la garde de leur fils. Néanmoins, la mère demeurait activement présente dans sa vie. Alors que Christian marchait sur la route menant à la maison, il aperçut une voiture blanche. Selon lui, elle passa devant lui à vive allure. Lorsqu'il s'approcha de la maison, il remarqua que Timothy gisait sur le sol près de la porte d'entrée. Christian se précipita aussitôt vers lui pour vérifier s'il était encore en vie, puis pénétra dans la maison. Parvenu à l'étage, Christian découvrit son père étendu sur le sol de la chambre. Une large flaque de sang s'étendait à ses côtés. Malgré cela, le garçon s'approcha et le toucha doucement de la main. Mais il ne réagit pas. Christian s'assit alors près de lui et fondit en larmes. D'après ses déclarations, il serait resté auprès de son père pendant une 20aine de minutes avant de courir chercher du secours chez les voisins. Assis face aux policiers, le garçon avait du mal à garder son calme. Il espérait que ses paroles permettraient d'identifier le meurtrier. À un moment donné, on lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui aurait pu commettre les meurtres. Christian répondit qu'il ne connaissait aucun nom précis, mais qu'à ses yeux, une personne mal intentionnée en était nécessairement responsable. Il mentionna également certains voisins au comportement douteux, fréquemment aperçus en état d'ébriété. Par la suite, les enquêteurs décidèrent de lui expliquer le fonctionnement des armes à feu. Ils lui apprirent d'abord que, lorsqu'un coup de feu est tiré, de la poudre s'échappe du canon et se dépose sur les mains ainsi que sur les vêtements du tireur. Ils lui demandèrent ensuite s'il avait entendu des détonations ce jour-là, ce à quoi Christian répondit par la négative. Cependant, il suggéra que le tireur aurait pu se trouver à l'intérieur de leur maison. Il ajouta même que des résidus de poudre pouvaient avoir été retrouvés sur ses vêtements. Ces déclarations éveillèrent l'intérêt des enquêteurs qui poursuivirent leur interrogatoire avec insistance. Visiblement effrayé, Christian finit par admettre qu'il avait tiré. Selon ses déclarations, il avait vu le tireur ouvrir le feu sur Timothy et blesser son père. Il précisa ensuite qu'il avait lui-même tiré sur son père, pensant que ce dernier souffrait. Ne supportant pas l'idée de le voir endurer davantage de douleur, il affirma avoir voulu abréger ses souffrances. Après un moment de réflexion,
Les enquêteurs lui posèrent sans doute la question la plus déterminante. Qui avait exactement tiré sur son père et sur l'ami de celui-ci? Le garçon répondit simplement « C'est moi ». La question suivante fut tout aussi directe. Avait-il tiré sur son père parce qu'il était en colère contre lui? Christian répondit de nouveau par l'affirmative. Il fit alors une autre déclaration. Il avait saisi un fusil de chasse de calibre 22 et tiré 2 fois sur les 2 hommes. Dans le même temps, Christian reconnut qu'il avait souvent des difficultés de comportement et que son père le réprimandait fréquemment. Ainsi, cet enfant de 8 ans, que la police avait d'abord considéré comme un simple témoin, devint le plus jeune délinquant de l'histoire du pays à avoir commis un double homicide. Dès que l'affaire fut rendue publique, la ville de St. John's sombra dans un état de choc. Aucun habitant ne pouvait imaginer qu'un enfant aussi jeune ait pu commettre un acte d'une telle brutalité. Carlos Diaz, un parent de Christian du côté maternel, fut, comme tous les autres, profondément bouleversé par les événements. Selon lui, Christian avait toujours été un enfant très actif et particulièrement gentil. Chelsea Jaramillo, une voisine de la famille Romero, peinait elle aussi à croire ce qui s'était passé. En tant que mère, elle fut horrifiée à l'idée que ses propres enfants aient joué avec un tueur. Cependant, tout le monde ne réagit pas avec le même étonnement. Liz Romero, la grand-mère paternelle de Christian, ne sembla pas aussi surprise. Lorsqu'elle apprit la mort de son fils, elle poussa un cri de colère qui attira immédiatement l'attention des policiers. Par la suite, elle refusa de faire le moindre commentaire et demanda qu'on la laisse tranquille. Les autorités cherchent désormais à comprendre ce qui a bien pu pousser un garçon de 8 ans à tuer son propre père ainsi qu'un ami de la famille. Elles tentent de déterminer s'il s'agit d'un meurtre prémédité ou du résultat d'un abus prolongé et d'une pression psychologique. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police découvrait que la première victime de Christian avait été son propre père. Il était environ 17 heures lorsque les faits se sont produits. Vincent devait monter dans la chambre à coucher à ce moment-là. Christian l'avait suivi à l'étage et lui avait tiré dessus à 2 reprises. La première balle l'avait atteinte à la tête, la seconde à la poitrine. À cet instant, Timothy se trouvait à l'extérieur, en pleine conversation téléphonique avec son épouse. Le fusil de chasse de calibre 22, déjà mentionné, n'émettait que de sourdes détonations, très éloignées du bruit caractéristique d'un tir, si bien que Roman n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Après avoir abattu son père, Christian s'était dirigé vers Timothy en criant son nom à tue-tête. L'homme prononça le prénom de l'enfant à sa femme puis se dirigea vers l'entrée. Dès qu'il franchit le seuil, Christian ouvrit le feu et tira 2 fois. Ce fut exactement comme pour son père. Peu après, un appel fut passé depuis une maison voisine, et les premières patrouilles arrivèrent sur les lieux en quelques minutes. Malheureusement, à leur arrivée, les 2 hommes étaient déjà décédés. Comme vous vous en souvenez peut-être, Christian avait d'abord été considéré comme un simple témoin. Tout le monde pensait qu'il venait de découvrir les corps et qu'il était en état de choc. C'est pourquoi il n'avait même pas été placé en garde à vue. Finalement, c'est sa grand-mère qui l'amena au poste de police afin qu'il puisse livrer sa version des faits. Quelques jours plus tard, le chef de la police locale, Roy Melnick, s'adressa à la presse. Il déclara qu'il ne disposait toujours d'aucune information précise sur la nature du crime. Dans le même temps, il indiqua que l'hypothèse de violence que Christian aurait subie de la part de son père allait être étudiée de manière approfondie. Autrement dit, il semblait difficile d'imaginer qu'un enfant de 8 ans ait pu commettre un tel acte sans qu'un facteur déclencheur n'entre en jeu. Au fil de l'enquête, les autorités examinèrent l'ensemble des signalements adressés au service de protection de l'enfance de St. John's. Aucun dossier ne faisait état de maltraitance ou de difficultés comportementales. En d'autres termes, rien ne laissait supposer que Christian ou ses parents aient déjà fait l'objet d'une quelconque intervention des services sociaux. Pourtant, l'idée qu'un enfant puisse commettre de tels actes sans raison apparente demeurait difficilement concevable. Les autorités formulèrent alors l'hypothèse que le garçon avait pu être victime, par le passé, d'un traumatisme psychologique ou physique profond. De leur côté, les psychologues soulignaient que de tels cas sont extrêmement rares et qu'ils sont généralement liés à des souffrances émotionnelles ou corporelles d'une grande intensité. Toutefois, aucune trace de violence exercée contre Christian n'a jamais pu être établie. Cette absence totale d'éléments tangibles soulève inévitablement des questions. En effet, s'il n'existait ni antécédent de maltraitance, ni indice de tension familiale,
Qu'est-ce qui avait bien pu pousser cet enfant à commettre un acte d'une telle brutalité? C'est précisément cette énigme qui confère à cette affaire son caractère exceptionnel. L'objectif principal des autorités était de comprendre les causes profondes de la tragédie. Dans la majorité des cas où un enfant tue l'un de ses parents, il s'agit généralement d'un adolescent. Selon les psychologues et les spécialistes du comportement, 3 grandes causes peuvent expliquer ce type d'acte. Premièrement, l'enfant devenu meurtrier peut avoir été soumis à une pression émotionnelle intense ou avoir été victime de violences physiques de la part de ses parents. Deuxièmement, il peut souffrir d'un trouble psychiatrique grave, qu'il soit diagnostiqué ou non. Enfin, il peut présenter des signes de troubles de la personnalité, de tendance sociopathique ou de frustration chronique. Dans ce contexte, les autorités ont cherché à déterminer laquelle de ces hypothèses pouvait s'appliquer au cas de Christian. Désireux d'en identifier les racines profondes, le juge ordonna une expertise psychologique poussée afin d'explorer le plus précisément possible l'univers mental de l'enfant. Cependant, un nouvel obstacle apparut rapidement. Selon les experts, Christian était trop jeune pour que son état mental puisse être évalué avec certitude. En d'autres termes, il était difficile de déterminer si son geste relevait d'une impulsion incontrôlée. Était-ce un simple jeu d'enfant? Une imitation inconsciente de scènes violentes tirées de jeux vidéo? Ou bien un acte d'agression délibéré, nourri par une colère refoulée à l'encontre de son père? Une seule chose est certaine, Christian a grandi au sein d'une famille de chasseurs passionnés. Dès son plus jeune âge, il savait manier une arme à feu. Son père, Vincent Romero, lui avait appris à tirer, et cela était rapidement devenu une habitude pour lui. Par la suite, ils chassaient régulièrement ensemble, et Christian avait complètement perdu toute appréhension à l'égard des armes. Bien entendu, à l'époque, Vincent n'aurait jamais pu imaginer que ses compétences seraient un jour utilisées contre lui. Par la suite, les experts ont de nouveau souligné que Christian avait utilisé un fusil de chasse de calibre 22. Il s'agissait d'une arme à un coup, et non d'un revolver, que l'on peut déclencher de manière impulsive. Dans ce cas précis, après chaque tir, il fallait extraire la douille et recharger manuellement l'arme. Cela exigeait non seulement du temps et de la concentration, mais aussi une volonté clairement affirmée. De toute évidence, Christian a agi en pleine conscience. Cette circonstance exclut toute hypothèse d'un geste impulsif et suggère fortement un acte délibéré. Au cours d'un interrogatoire plus approfondi, le garçon a révélé certains détails de sa vie quotidienne. Il a notamment déclaré qu'il était fréquemment puni par des gifles. C'est ainsi que l'on a appris que, la veille du drame, Vincent avait frappé Christian à plusieurs reprises parce qu'il avait oublié certaines choses à l'école. Une deuxième fouille de la chambre de l'enfant a permis de découvrir une pile de papier ressemblant à des documents comptables. Il s'agissait en réalité de dossiers personnels que Christian rédigeait lui-même. Il y consignait avec rigueur le nombre de ses corrections infligées par son père. Le garçon n'exprimait aucun sentiment. Il se contentait de noter chaque punition avec une méthode quasi mécanique. Il s'est avéré que la dernière note contenait une information glaçante. Il y était écrit que la 1000e fessée serait la dernière. Et à en croire les relevés de Christian, c'est précisément ce 1000e châtiment qu'il aurait consigné juste avant de passer à l'acte. Cette information s'est révélée essentielle pour l'avocat de Christian, maître Ron Wood. Selon lui, ce jour-là, le garçon s'était retrouvé confronté à un dilemme tragique, se donner la mort ou tirer sur son père et l'ami de celui-ci. Pour les autorités, cela constituait la preuve irréfutable qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'un meurtre prémédité. D'après leur analyse, Christian avait volontairement pris une arme à feu. Quoi qu'il en soit, cette révélation n'a fait que compliquer davantage la procédure, l'affaire prenant une tournure encore plus délicate sur le plan juridique. Les autorités ont insisté pour que Christian soit jugé comme un adulte. Une telle décision aurait conduit à une peine bien plus sévère. Toutefois, en raison de son jeune âge et de son état émotionnel, le procès a été ajourné. Celui-ci a duré environ 14 mois et ne s'est achevé qu'en 2010. La principale question à trancher était de savoir si le garçon avait réellement conscience de la gravité de ses actes et des conséquences juridiques qu'ils impliquaient. Il est important de souligner que toutes les charges ont été abandonnées avant même la fin du procès, Christian ayant plaidé coupable d'homicide involontaire. En définitive, le tribunal a pris en considération l'âge du garçon ainsi que son avenir. Selon la décision rendue, Christian a été placé dans une famille d'accueil, où il devra rester jusqu'à sa majorité. Par la suite, il devra suivre un accompagnement psychologique dans un centre spécialisé. Tous les autres éléments liés à l'affaire sont demeurés confidentiels.
Le juge a prononcé une interdiction stricte de divulgation, interdisant aux avocats, aux forces de l'ordre et aux enquêteurs de communiquer quelque information que ce soit à la presse. L'identité réelle de l'enfant n'a pas non plus été révélée, en raison de son jeune âge. Cela lui permettra, à terme, de reprendre sa vie indépendamment des événements passés. Quant à l'opinion publique, elle s'est, comme souvent, révélée divisée. Certains considèrent qu'un enfant capable d'un tel acte représente une menace persistante pour la société. D'autres, en revanche, pensent qu'il ne présente aucun danger et qu'il pourra se reconstruire au sein de sa nouvelle famille. Jessica Notaro était une jeune femme dont la beauté lui avait ouvert les portes du monde du spectacle. Elle avait participé à des émissions de télévision et à des concours de beauté, notamment à un concours national, avant de commencer à bâtir une carrière dans la mode et la musique. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que son ancien compagnon violent décide de détruire sa vie. Jessica est née le 27 décembre 1989 en Italie. Elle a grandi dans une famille composée de 4 personnes. Un père italien dont le nom n'est pas mentionné, une mère prénommée Gabriella, originaire d'Argentine, et un frère nommé Bruno. Une atmosphère chaleureuse et solidaire régnait dans leur foyer. Les parents étaient respectés, chacun assumait ses responsabilités, tout semblait parfait. Dès son plus jeune âge, Jessica aimait la musique et le chant. À partir de l'âge de 10 ans, elle participait à des concours télévisés et, à 17 ans, elle commença à s'essayer au mannequinat ainsi qu'aux concours de beauté. Ses efforts ne furent pas vains. Elle remporta le titre de Miss Romagne, ce qui lui permit d'accéder à la finale du concours Miss Italie 2007. Mais sa vie était loin d'être un conte de fées. À l'âge de 20 ans, elle a perdu son père, décédé des suites d'une grave maladie. Ce fut un coup dur pour toute la famille. 8 mois après cette tragédie, son frère s'est donné la mort. Jessica s'est alors retrouvée pratiquement seule avec sa mère. Malgré la douleur de la perte, elle a trouvé la force d'aller de l'avant. Pour commencer une nouvelle vie, elle a d'abord déménagé à Milan, puis à Rome. Elle y a cherché du travail et un nouveau sens à sa vie. En explorant différentes voies professionnelles, elle a travaillé comme mannequin, danseuse, animatrice de télévision et même animatrice de radio. Bien que sa carrière dans les médias se soit bien déroulée, Jessica ressentait le besoin de s'orienter vers autre chose. C'est ainsi qu'elle s'est tournée vers le travail avec les animaux. Elle a trouvé un emploi de dresseuse de dauphins et d'otaries dans un aquarium. Ce travail lui a apporté de la joie et a marqué le début d'une véritable carrière professionnelle. Sa vie semblait enfin s'améliorer. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Edson, un homme un peu plus âgé, immigré originaire d'Afrique. Il avait déjà un enfant issu d'une précédente relation et était en instance de divorce. Des sentiments sont rapidement nés entre eux et ils ont commencé à se fréquenter. Selon Jessica, leur relation était presque parfaite au début. Leur amour commun des animaux les a rapprochés et ils ont eu l'impression d'avoir trouvé l'un en l'autre une âme sœur. Ils ont emménagé ensemble. Jessica avait alors environ 25 ans. Comme c'est souvent le cas, tout s'est bien passé au début, mais avec le temps, la relation s'est détériorée. Edson est devenu de plus en plus critique. Il relevait sans cesse les défauts de Jessica et l'atmosphère entre eux s'est alourdie. Elle se sentait de moins en moins sûre d'elle, surtout en présence d'autres femmes. La pression émotionnelle s'est intensifiée. Elle a commencé à perdre du poids et avait le sentiment de ne plus être appréciée comme auparavant. Tout cela a eu un impact considérable sur son état d'esprit. Pour couronner le tout, Edson s'est révélé extrêmement jaloux. Il accusait sans cesse Jessica de le tromper, jusqu'au jour où elle a découvert que c'était en réalité lui qui la trahissait. Il entretenait des relations avec d'autres femmes. Jessica a décidé de le quitter, mais Edson l'a manipulée par tous les moyens possibles, et elle a fini par rester avec lui. Le moment décisif de leur relation a été la demande en mariage qu'il lui a faite après 2 ans de vie commune. Jessica a alors commencé à s'interroger. Que penserait son père de la manière dont elle menait sa vie ? C'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'elle vivait aux côtés d'un homme qui ne l'appréciait pas et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui l'aimerait autant que son père l'avait aimé. Convaincue d'avoir pris la bonne décision, elle a fait ses valises en août 2016 et est retournée vivre chez sa mère. Edson l'a accusée de l'avoir trompée. Il l'appelait à toute heure du jour, la suivait, l'épiait, connaissait son emploi du temps et surveillait ses moindres faits et gestes. Il a également publié sur Internet des photos intimes d'eux, ainsi qu'une correspondance personnelle dans laquelle Jessica exprimait son mal-être au travail,
dans le but de la discréditer auprès de ses supérieurs. Ce fut un choc profond pour Jessica, qui s'est sentie totalement humiliée. Un jour, il l'a menacée de lui jeter de l'acide au visage si elle ne revenait pas vers lui. Jessica a pris cette menace très au sérieux et s'est mise à chercher des informations sur la conduite à adopter en cas d'attaque à l'acide. Lors d'une conversation avec un employé de l'aquarium, un gardien, elle a appris qu'il ne fallait surtout pas rincer l'acide à l'eau, car cela risquerait d'aggraver les brûlures. Malgré sa peur, elle a tenté de reprendre une vie normale et au bout d'une semaine, elle a entamé une nouvelle relation, ce qui a rendu son ancien compagnon encore plus furieux. Elle s'est rapidement rendue à la police. Le tribunal a alors délivré une ordonnance de protection. Edson n'avait pas le droit de s'approcher à moins de 50 mètres d'elle. Le juge a précisé qu'il serait immédiatement arrêté en cas de non-respect de cette décision. Cependant, même cette mesure judiciaire n'a pas permis de protéger Jessica. Le 10 janvier 2017, vers 23 h, Jessica, âgée de 28 ans, rentrait chez elle en compagnie de son nouveau compagnon. Il l'avait déposée près de son domicile avant d'aller garer sa voiture au garage. C'est à ce moment-là qu'elle a aperçu une silhouette vêtue de noir tenant une bouteille à la main. L'homme n'a prononcé aucun mot. Il l'a aspergée d'un liquide caustique, puis a pris la fuite. Jessica a immédiatement compris qu'il s'agissait d'Edson. Envahie par une douleur insupportable provoquée par l'acide, elle a tenté de le poursuivre, mais elle a presque aussitôt perdu la vue. Ses yeux avaient été gravement brûlés. Par chance, elle portait des lunettes de protection ainsi qu'un chapeau, ce qui lui a permis d'éviter des lésions encore plus graves au visage. Elle a néanmoins été brûlée aux yeux, au front, aux joues et au cou. La jeune femme a appelé à l'aide, et son compagnon a immédiatement prévenu sa mère. Celle-ci est descendue en toute hâte et a contacté les secours. Lorsque Jessica a repris connaissance, elle se trouvait déjà dans un centre médical. Elle se souvient avoir prié, demandant à Dieu de lui ôter sa beauté du moment qu'elle puisse retrouver la vue. Quelques heures plus tard, la police a arrêté Edson, soupçonné d'agression. Il a nié les faits, mais les preuves étaient accablantes. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert des flacons contenant la même substance que celle utilisée lors de l'attaque. Par ailleurs, les données extraites de son téléphone portable ont confirmé qu'Edson se trouvait précisément à l'endroit et à l'heure où Jessica avait été agressée. Son rétablissement s'est révélé extrêmement difficile, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Elle a subi un traumatisme profond dont les séquelles étaient visibles. Toutefois, l'un de ses yeux a conservé la vue, ce qui a représenté une lueur d'espoir au milieu de cette épreuve. Sa mère est restée à ses côtés sans relâche, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour que sa fille se sente en sécurité. Jessica a passé 2 mois dans une unité d'isolement à l'hôpital, en raison d'un risque élevé d'infection. De nombreuses interventions chirurgicales douloureuses l'attendaient. L'ensemble du processus de rétablissement s'est révélé extrêmement éprouvant. Elle a reconnu qu'à un certain moment, elle avait envisagé de mettre fin à ses jours. Mais elle a également déclaré qu'elle ne donnerait pas un tel plaisir à Edson. Elle était déterminée à reprendre le cours de sa vie et à poursuivre tout ce qu'elle avait entrepris dès sa sortie de l'hôpital. Edson a ensuite été jugé. Il a été reconnu coupable d'agression à l'acide, ce qui lui a valu une peine de 10 ans de réclusion, assortie d'une peine supplémentaire de 8 ans pour harcèlement répété. Au total, il a été condamné à 18 ans de prison. Lorsque Jessica a entamé sa convalescence et que les médecins ont levé les restrictions liées au risque d'infection, elle a pu quitter l'hôpital. Elle portait encore des brûlures visibles sur le corps et l'un de ses yeux n'avait pas totalement retrouvé sa fonction. Néanmoins, elle a choisi de transformer son épreuve en un engagement au service des autres. Jessica a accordé plusieurs interviews et s'est engagée activement dans la défense des victimes de harcèlement et d'agression à l'acide. Son histoire a suscité une vive émotion à l'échelle nationale. De nombreux médias ont souhaité relayer son témoignage car Jessica est devenue un symbole de courage, de résilience et de dignité. Malgré tout, elle a continué d'avancer. Elle a participé à l'émission Dancing with the Stars, où elle a décroché la 3e place. Par ailleurs, elle a trouvé l'amour. L'élu de son cœur est un célèbre cavalier italien, Filippo Marco Bolognese. En 2023, alors que Jessica avait 33 ans et Filippo 28, ils se sont unis dans l'un des lieux les plus pittoresques de la province de Turin. L'histoire de Jessica incarne une force intérieure remarquable, une persévérance admirable et une capacité rare à trouver la lumière au cœur même des ténèbres.